Salut à tous, c'est Jérémy Royot pour Scepticisme Scientifique. Alors aujourd'hui, je vous accueille pour un épisode spécial et je suis avec Vincent Debière. Salut. Bonsoir. Et je suis aussi avec Vinteul. Vinteuil. Bonsoir. Vinteul, désolé. Sa prononciation à la belge. Voilà, alors c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque on accueille en fait un débat donc entre Vincent et Vinteul. Euh, Débat qui porte sur un billet donc publié par Vincent Debière et la réponse qu'a publié Vinteuil par la suite. Et donc on va un peu discuter. En gros, il y aura une petite intro et il y aura trois grands points qui sont trois points du billet de Vincent qu'on va discuter. Et puis il y aura une conclusion par la suite. Donc pour le débat, voilà ce que je propose. Donc c'est simplement en tout cas d'essayer de ne pas couper la parole, surtout qu'il y a parfois un petit décalage avec Internet. Voilà, évidemment, rester cordial tant que faire se peut. Essayez aussi de ne pas trop vous disperser, pas développer 10 points d'affilée d'un coup pour perdre les auditeurs et l'autre personne. Et voilà, en gros, des consignes assez classiques pour ce genre de débat. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose, bien sûr. Voilà. Évidemment, pour les auditeurs, je mettrai les notes des différents articles ou s'il y a d'éventuelles références qui sont citées pendant le podcast, pendant la vidéo, vous les trouverez sur la page de l'épisode par la suite. Voilà, pour la suite, ben, je passe la parole à Vincent pour une petite présentation. Oui, merci Jérémy. Euh, Déjà, merci d'organiser cette discussion. Donc, je peux me présenter très brièvement, mais si je dis que je suis physicien, enfin j'exerce le métier de chercheur en physique, bon, ça, voilà, c'est vrai, mais ça n'avance pas tellement pour cette discussion-là. Je m'intéresse aussi sur mon temps libre à certaines autres choses, notamment certaines controverses dans et autour des sciences sociales. Et, mais je suis vraiment content qu'on ait mis en place cette discussion qui va avoir lieu, puisque j'ai écrit donc ce texte Triple embûche pour les sciences sociales, dans l'espoir justement de pouvoir discuter avec des gens qui ne seront pas d'accord. Et après la publication de mon texte, Vinteuil, il me semble, est venu me demander la version plus complète du texte, en fait, avec toutes les références qui ont malheureusement été coupées pour la grande majorité d'entre elles à la publication. Et, euh, et donc voilà, il a lu, il en a écrit un long commentaire assez détaillé. Et en fait, c'est à peu près exactement le genre de réponse que j'espérais obtenir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais qui développe des arguments en essayant de répondre à ce que j'avance, sans s'attaquer à mes intentions, enfin, en essayant de rester à la fois factuel et relativement bienveillant. Et donc, voilà, j'espérais que ce genre de choses puisse arriver. Je ne sais pas si j'y croyais trop, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Donc voilà, j'espère que la discussion sera elle aussi assez fertile, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, je crois. Ok. Et donc tu as un podcast aussi qui s'appelle Liberté académique, quand même Oui, important. j'ai un podcast, je peux dire ça, oui, c'est vrai, qui s'appelle Liberté académique. On fait presque exclusivement des interviews, comme vous, je crois. Euh, Surtout des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Parfois, ça peut être des journalistes. Donc sur tout un tas de sujets très divers. Ok. Merci pour cette présentation. Voilà, ben, je te passe la parole alors, Vinteuil. Ah, comme quoi, il faut jamais désespérer d'avoir des réponses. Alors, pour ma part, j'ai écrit ce billet sur le blog de Zététique Métacritique, dont on va dire que c'est un collectif. Alors, il faut quand même préciser, je viens ce soir en étant, enfin, avec quand même un désaccord avec les autres membres dont j'ai parlé, qui estimaient que c'était accorder trop de légitimité à Vincent parce qu'il a lui-même pas fait de SHS et donc ça lui offrait une certaine plateforme d'écoute.
Peut-être que je fais une erreur, mais en tout cas, moi, j'avais envie d'approfondir et de discuter. J'avais commencé mon billet en faisant un petit peu un résumé de la carrière et les positions de Vincent, donc il faut quand même que je le fasse pour moi aussi. Euh, Moi non plus, je ne parle pas en tant que chercheur sur ce plan-là, puisque j'en suis pas un. Ma spécialité de base, c'est les sciences de gestion. J'ai fait une école de commerce, puis un master de recherche dans le domaine. Et j'avais été pris en thèse il y a un an, mais j'ai galéré comme pas possible à trouver un financement. Donc pour le moment, j'y suis toujours pas. À part ça, classique, hein, en termes de positionnement, blanc, hétéro, cis, tout le bazar. Et que dire d'autre? J'ai aussi, bon, je me suis lancé il n'y a pas trop longtemps, mais j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le Temps Perdu. Je parle de philo et de littérature, donc j'ai commencé une série là sur le postmodernisme. Comme je présume qu'on va en parler ce soir, je préfère préciser. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et j'ai une licence de philo aussi. Ok, merci à toi. Alors, je vous propose du coup qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, je vais repasser la parole à Vincent. Est-ce que tu peux du coup introduire un petit peu ton biais et nous présenter donc le premier grand point duquel on va pouvoir discuter? Oui. Donc effectivement, je développe dans ce texte une discussion de 3 points qui, à mon avis, en fait, rendent plus difficile le travail des chercheurs en sciences sociales, surtout à l'échelle collective, en fait, rendent plus difficile le processus de sélection des énoncés, comme on pourrait l'appeler. Donc le premier point, donc je peux le développer maintenant si ça convient. Le premier point, c'est ce que j'appelle le risque normatif. En fait, c'est un constat simple, hein, très simple. C'est que étudier les phénomènes humains, comme c'est fait en sciences sociales et dans les humanités, ça a de grandes chances d'activer nos intuitions normatives ou nos jugements de valeurs moraux, pour le dire autrement. Donc, c'est ce que j'ai appelé, histoire de lui donner un nom, le risque normatif ou la charge normative, mais sans prétendre avoir inventé un nouveau concept, bien entendu. Au contraire, le problème, en fait, est connu, hein. Alors, il est connu, mais il reste en fait épineux, à mon avis. Donc, il faut garder en tête que pour les chercheurs, il leur faut, donc les chercheurs en sciences sociales et dans les humanités, il leur faut limiter, contrôler scrupuleusement l'influence de ces intuitions morales sur la manière dont ils vont développer leurs analyses, leurs recherches. Ça, c'est une tâche, à mon avis, difficile. Et en un sens, en fait, ce point rend les sciences sociales plus difficiles que les sciences naturelles, parce qu'en fait, on n'a pas la Désolé, là, même j'entends. tendance à générer. Comment? Je suis désolé, ça a totalement bugué Ah, ma tu m'as connexion. pas entendu. Donc oui, je m'en suis arrêté à il y a une minute. Enfin, Ah zut. Donc, désolé. quand j'ai démarré, en fait. Non, 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 j'ai entendu le début. Ouais, Effectivement, il y a juste. ton image qui a figé aussi. Ah merde. Non, pas la tienne, hein, Juste. Vincent, celle de Ah oui, Vinteuil celle de qui a 20. figé, donc il y a eu un problème de connexion, effectivement. D'accord. Mais tu saurais dire jusqu'à où tu as entendu, enfin, que tu te rappelles de quelque Donc, chose. j'ai dit que la charge normative, finalement, c'est pas un concept nouveau, mais voilà, ça reste épineux. D'accord. Je- Oui. Peut-être que je coupe l'enregistrement, c'est peut-être ça qui. Je sais pas. Peut-être coupe-le, de toute façon, si on est à deux à enregistrer, ça suffit. Ok, Ok. donc pardon. Donc, je reprends. Donc, je disais que le problème en fait de la charge normative est connu, mais il reste épineux, puisque pour les chercheurs en sciences sociales et dans les humanités, il faut limiter, contrôler scrupuleusement l'influence de ces intuitions morales dont je parlais plus tôt. Et ça, c'est une tâche difficile. Et en un sens, en fait, ce point, il rend les sciences sociales plus difficiles que les sciences naturelles, puisqu'on n'a pas du tout la même tendance à générer des jugements moraux pour lire des situations qui vont impliquer, par exemple, des étoiles, des réactions chimiques, des phénomènes qui concernent la lumière, comme la réflexion, la réfraction, la diffraction, etc. Par contre, quand il s'agira d'étudier la pauvreté, par exemple, ou la criminalité, les distributions très différentes des parcours professionnels entre les hommes et les femmes,
là, il y a de grandes chances en fait que ces intuitions morales, elles s'activent. Et donc, en ce sens précis, il y a un mérite plus grand à produire des résultats solides, fiables en sociologie ou en anthropologie, en histoire, qu'en géologie ou en optique, par exemple. Mais en fait, ce mérite, il est consubstantiel à une plus grande difficulté à ne pas se laisser déborder par le poids de ces intuitions morales. Je précise qu'il existe effectivement des narrations, notamment religieuses, des narrations religieuses plutôt populaires dans le passé ou même encore dans le présent, qui sont en conflit avec les connaissances scientifiques des sciences naturelles, par exemple des croyances comme le géocentrisme ou la narration biblique de la création du monde. Mais effectivement, ces narrations-là, elles continuent, en particulier pour des choses comme le créationnisme, la Terre plate, à s'opposer aux connaissances scientifiques issues donc des sciences naturelles dans l'espace public, mais en fait, elles ont essentiellement aucune influence sur la conduite de la recherche académique. Par contre, des narrations idéologiques peuvent peser sur la recherche académique en sciences sociales de manière plus facile, à mon avis. Voilà, j'ai fini. Ok. Vinteuil, je te passe la parole alors. Oui, alors, bon, évidemment, c'est toujours flatteur de s'entendre dire que ces champs de recherche sont plus complexes et plus difficiles à faire. Donc, là-dessus, forcément, c'est facile d'approuver. Moi, ce qui m'a gêné, finalement, la critique que j'ai développée, c'est que le concept était mal construit pour moi, parce que la question des obstacles qu'on a en SHS, c'est très vaste, et le réduire à la question de l'intuition morale, ça me paraissait rater une bonne partie du sujet. Parce qu'effectivement, on est tout à fait d'accord, il y a des questions spécifiques qui se posent. Moi, j'en avais développé 3, hein, mais je ne prétends pas que ça épuise le sujet. C'était le problème effectivement de la diversité des états, des différents processus sociaux, selon l'endroit où on se trouve, la société qu'on étudie, etc. C'était la question. Alors, attendez, pardon, je reprends rapidement. Hein, mais. Blablabla. Le deuxième, c'était la question de la performativité, à savoir le fait que les résultats des sciences sociales peuvent avoir des impacts dans la société et du coup annuler leurs propres résultats quand ils sont pris en compte. Et la troisième, c'était effectivement la question des conflits d'intérêts entre l'observateur, l'observatrice et l'objet d'étude. Mais ce que je disais, c'est que on est d'accord que ce genre de choses existe, mais au bout d'un siècle, voire plus de sciences sociales, il est un peu évident qu'on y a quand même pas mal pensé, qu'on a beaucoup développé ça et que finalement, c'est justement pour moi d'ailleurs tout l'intérêt des studies américaines contemporaines, c'est d'avoir montré qu'il y avait de nouveaux biais sociaux qui pouvaient poser problème en recherche. Et une question qui se pose, c'est est-ce que ces instincts naturels, ces intuitions normatives morales seraient vraiment suffisamment fortes pour poser problème sur les résultats, ou est-ce qu'on a réussi à développer tout de même beaucoup d'outils de recherche, beaucoup de méthodes qui permettent quand même de les limiter? Voilà, je crois que c'était à peu près ce que je développais sur ce point-là précisément. Oui, et en fait, finalement, je concluais sur le fait que c'est précisément pour moi l'apport des épistémologies situées. C'est de dire, selon la position sociopolitique qu'on occupe dans le champ, on va avoir des biais, mais toute position en a. La pluralité des points de vue dans ce cas-là, c'est justement de réussir à les réduire au fur et à mesure. Ben, je suis plutôt d'accord en fait avec ce que dit Vinteuil, c'est-à-dire que effectivement il y a d'autres sources de biais que ceux qui sont liés, on va dire, aux orientations explicitement politiques, normatives. Bien sûr qu'il y a d'autres sources. Je ne prétends pas dans mon texte avoir épuisé la discussion des sources de biais. Donc il y a des biais entre guillemets ethnocentrés, il y a des biais interprétatifs de toutes sortes, il y a les biais de confirmation que les zététiciens connaissent bien, qui peuvent se décliner avec à peu près n'importe quoi. J'ai oublié, enfin Vinteuil, on a mentionné
ou deux autres, mais effectivement, il y a plein de sources de biais que j'ai pas discuté dans le texte. Je prétends pas avoir fait un éventail, un inventaire pardon, exhaustif de tous les biais qui peuvent exister. Mais voilà, je maintiens que effectivement les biais normatifs sont relativement importants. Et comme à chaque fois on se penche sur un nouveau problème dans les sciences sociales, dans les humanités, on va rencontrer une situation qui implique des humains. Bah, ces biais-là, enfin pardon, pas les biais, mais en tout cas les intuitions morales vont venir s'activer de manière probable, en tout cas, de manière très probable. Après, comme le dit Vinteuil, bien sûr, des méthodes ont été développées pour limiter l'influence de ces biais. Ça, je ne le conteste pas non plus. Euh, il faut se poser la question, voilà, du succès de ces méthodologies à arriver à lutter contre tous ces biais-là. Mais je pense que voilà, j'en ai assez dit pour l'instant. Bon, globalement, donc voilà, j'adhère à une bonne partie de ce qui a été dit par Vinteuil, mais voilà, je prétendais pas à l'exhaustivité. Et effectivement, la question difficile, c'est de savoir dans quelle mesure, en fait, l'influence de ces biais-là va être modérée par toutes les méthodologies qui peuvent être utilisées. Alors, Ok. si tu me permets, dans ce cas, je vais peut-être préciser un peu plus la critique. Déjà, la question qui se pose, c'est faut qu'on dissocie analytiquement intuition morale, intuition politique. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et c'est vrai. Excuse-moi, est-ce que tu peux préciser un peu pour les auditeurs ce que tu entends par là? Ah bah, c'est pas tellement moi qui dois les préciser pour le coup, puisque c'est pas moi qui les développe au départ. Mais de ce que j'en ai vu, c'est ça. Alors comment, bah, du coup, en fait, Vincent, oui, je veux bien que tu. Est-ce que déjà, est-ce que la distinction Oui. te convient? Est-ce que tu veux bien approfondir? Bah, enfin, elles sont corrélées quand même. Enfin, c'est-à-dire que en général, des positionnements politiques sont quand même corrélés à des intuitions morales. Après, il y a des études sur la manière dont les positions politiques se construisent à partir d'intuitions morales, et puis aussi à partir du moment où les gens vont avoir certains positionnements politiques, ils vont avoir tendance à homogénéiser en fait leur position sur tout un tas de questions en suivant un peu la ligne du parti. Mais disons que faire une distinction forte entre les deux, ça me paraît excessif. Enfin, je pense qu'elles sont quand même fortement corrélées. Ok. Pardon, intuition morale et disons positionnement politique. Et pour bien comprendre, hein, pour que les Oui, auditeurs puissent suivre, donc ce que vous entendez par intuition morale, donc c'est par exemple voilà, un truc du genre il faut que tout le monde ait le même niveau de vie, le même bien-être, etc. Et après, la partie politique, c'est en fonction de cette intuition morale, je vais construire un projet politique qui permet de réaliser ça. Est-ce que c'est ça, c'est dans ce sens-là que ces mots sont utilisés ou pas exactement? ouais, moi ça me paraît une bonne, un bon résumé. Après, pour les intuitions morales, on peut aller à un niveau encore un peu plus basique, c'est-à-dire quelles sont les valeurs fondamentales. Est-ce que c'est la loyauté au groupe? Est-ce que c'est le soin apporté aux personnes qui en ont besoin? Est-ce que c'est l'égalité, la justice, la liberté, etc. Euh, et effectivement, après, donc, je pense qu'il y a plusieurs niveaux en fait de complexité, entre guillemets, il y a vraiment les choses, on va dire, très, à un niveau presque instinctif, et puis après, il y a des positionnements politiques qui peuvent se développer par rapport à ça, et puis après, réinfluencer les intuitions qu'on peut avoir. Mais je pense que c'est une sorte de continuum. Donc, ouais, c'est pour ça que ça me gêne de faire une distinction. Voilà. Ok, bah, c'est clair comme ça, je pense. Vinteuil, tu veux réagir? Oui, oui, là, disons que je suis
En fait, je suis pas d'accord parce que tu parles d'une corrélation. Bon, déjà, en vrai, il faudrait vraiment faudrait la sourcer hein, de façon très bête. Et moi, j'ai estimé que les sources que tu mettais dans ce papier, alors certes, forcément, c'est court, et les problèmes ne permettaient pas de déduire ça. Et dans la manière dont tu le décris, tu es en train de me dire, à la base, on a une intuition morale qui crée une causalité qui va agir sur le positionnement politique, qui vont ensuite lui-même avoir recréé ou renforcé d'autres positionnements moraux. Mais le souci avec ça, c'est que dans ce cas-là où on considère qu'il y a une évolution des intuitions morales au fil de l'histoire, qui permet d'expliquer la diversité des positions politiques qu'il y a pu avoir et qui est quand même extrêmement vaste, ou on considère que ce n'est pas le cas, et auquel cas, comment est-ce qu'on explique cette diversité des positions politiques, des mouvements, des partis, etc. En fait, dans tous ces phénomènes-là, il y a toujours une partie, on va dire, qui est invariante plus ou moins, et une partie qui varie selon les contextes. Euh, c'est ce que Gérald Bronner aime bien résumer selon la formule, les variables sociales s'hybrident, si je me rappelle bien, avec les invariants cognitifs. Donc effectivement, les positionnements politiques et les idéologies politiques sont profondément influencés par en fait, le contexte dans lequel les gens vivent. Donc les intuitions morales ne permettent pas de prédire exactement, si on n'a aucune information sur l'époque, le contexte, l'idéologie politique. Mais je pense que dans une situation donnée, disons dans un pays donné, à une époque donnée, si on connaît les différences d'intuition morale entre des personnes, on pourra prédire avec une probabilité supérieure à celle du hasard complet leur positionnement politique ou la différence de leur positionnement politique en tout cas. Et juste pour, comme tu aurais bien aimé avoir une source, je pense que les travaux de Jonathan Haidt sont assez, sont tout à fait centraux en fait dans toutes ces discussions-là, notamment son bouquin The Righteous Mind, qui discute justement des désaccords dans les idéologies politiques qui existent et puis discute de la manière dont ça s'articule avec l'importance qu'on met à certaines intuitions morales fondamentales, comme les quelques-unes que j'ai données il y a quelques minutes. Ah, la question, c'est bon. Admettons, pour le moment, je ne suis pas forcément d'accord, mais admettons qu'il y a un effet. Est-ce que la vraie question, c'est est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment une centralité de cet effet-là? Parce que la prédiction sur le positionnement politique, je peux aussi la voir à travers la classe sociale de naissance, le genre, etc. C'est pas forcément si compliqué que ça. Du coup, le problème, après, ça peut être une répartition. Surtout que intuition morale, il faut vraiment être sûr, et ça, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à définir, que ces intuitions morales, elles ne sont pas elles-mêmes un produit social. Alors, je sais qu'il y a c'est quand même toute l'idée de base de la psychologie évolutionniste, hein, de définir ça. Personnellement, ce n'est pas mon domaine de prédilection. J'avoue que le peu que j'en ai vu, je n'ai pas été très convaincu par leur épistémologie. Bon, mais ça, on pourra en discuter. Alors, le problème de Haidt, je n'ai pas lu ce livre, hein, The Righteous Mind, donc moi je me fonde sur ce que j'ai trouvé. J'ai essayé de trouver des articles, mais je n'ai pas vu grand-chose. C'est surtout la question comparative, pour moi. Parce que ça reste, si je ne me trompe pas, hein, tu me corriges le cas échéant, ça reste un auteur américain avec forcément des moyens aussi limités. Je ne sais pas si on peut étendre à ce point les conclusions pour en faire une espèce de théorie politico-sociale aussi vaste. Après, voilà, moi j'avoue, la psychologie, c'est pas mon domaine de base. Je nie pas les résultats tout à fait intéressants qu'il peut y avoir. C'est juste que je ne suis pas sûr et certain qu'on puisse en faire
un peu, on va dire, l'alpha et l'oméga de théorie d'explication du monde. Bah, il n'y a pas beaucoup de théories qui donnent l'alpha et l'oméga. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais. Enfin, je pense que on a expliqué le désaccord. Enfin, je pense que c'est assez clair que effectivement j'ai insisté sur certains points, que tu réponds avec raison que c'est pas. Il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes à prendre en compte. Mais c'était pas l'angle. Et je pense que. Enfin, je sais pas, Jérémy, si tu penses qu'on peut passer à la suite, ou enfin, Vinteuil, toi aussi, si. Je pense, à moins que vous avez quelque chose de fondamental à rajouter, je pense effectivement que je pense on a répondu au point en tout cas. Il me semble aussi, hein, je vérifie rapidement que j'aurais oublié. Ah oui, il y a peut-être la question, mais en fait j'en ai parlé, mais c'est vrai que moi ça m'avait un peu interpellé dans l'article, de l'extension d'analyse américaine à la situation française. Qui, c'est vrai, revient un peu. C'est pas que cet article, hein, du coup, j'ai quand même lu les articles que tu as publiés sur Contrepoint, etc. Et c'est vrai qu'il y a une tendance là-dessus. Après, je ne sais pas si ça peut relever les points suivants, cela dit. Ouais, enfin, si c'est pour dire que on peut pas tout à fait appliquer les mêmes catégories gauche-droite en France qu'aux États-Unis, ça appartient peut-être plus au deuxième point. Enfin, si c'était ça que tu avais en tête. Oui, oui, non, mais c'est vrai que ça peut. Dans ce cas-là, on peut enchaîner sur le deuxième point. On peut revenir sur ce point dans le deuxième du coup, effectivement. Ok. Du coup, je repasse la parole à Vincent pour le deuxième point. D'accord. Alors, donc, le deuxième point que je mentionne et que je discute dans l'article, c'est celui que j'appelle de la monochromie éthique. Donc, en fait, pour mettre des termes plus simples là-dessus, c'est basé sur le constat que la très grande majorité des chercheurs, enseignants-chercheurs dans les sciences sociales et les humanités, lorsqu'ils déclarent une orientation politique ou une sympathie vis-à-vis d'un parti, affirment des préférences pour la gauche. Il existe des données sur plusieurs pays, notamment les États-Unis et la France, et en recoupant différentes études, on peut conclure qu'il y a au moins une dizaine de sociologues avec ce que j'appelle moi des intuitions ou des positions de gauche pour chaque sociologue avec des intuitions de droite. Et le chiffre s'élève peut-être même, enfin, est peut-être plus élevé, c'est peut-être même plusieurs dizaines de sociologues de gauche pour chaque sociologue de droite, selon certaines études, mais disons entre une dizaine et quelques dizaines. Et donc la proportion pardon, est également élevée, hein, aux alentours de 10 pour 1 dans d'autres disciplines comme l'anthropologie, la littérature anglaise, donc ça c'est des statistiques américaines, l'histoire. Elle est également supérieure à 5 pour 1 dans des disciplines comme la philosophie et les sciences politiques. Si on se penche sur le cas des Liberal Arts Colleges aux États-Unis, donc c'est surtout des établissements scolaires d'enseignement supérieur qui sont très axés sur l'enseignement en particulier et qui enseignent en particulier les humanités. Là, il y a selon certaines études, il y aurait une majorité de départements académiques dans le pays sans aucun républicain et un gros tiers d'établissements scolaires, donc vraiment des campus entiers, sans aucun républicain. Donc là, je parle au niveau du professorat, quoi. Alors, pour ce qui est de la recherche à proprement parler, les proportions sont un peu moins spectaculaires probablement que ce cas extrême, mais il reste quand même un déséquilibre très très net. Et donc, la thèse que j'avance, et là encore, c'est quelque chose qui s'appuie beaucoup sur Jonathan Haidt, c'est que ce déséquilibre net, en fait, nuit au processus de lutte collective contre les biais de confirmation. Donc, ce que j'entends par là, c'est que quand il y a des études, des publications qui avancent des résultats que la grande majorité en fait des sociologues, par exemple, interpréteront comme en conflit avec leur vision du monde à eux, ces études-là, ils vont être scrutées avec une énergie et une rigueur très grande, beaucoup plus grande, et aussi par un très grand nombre sans doute de collègues. Une plus grande énergie, plus grande rigueur, plus de gens qui vont scruter, revérifier, essayer de trouver la petite bête,
que pour des résultats d'études qui semblent aller dans le sens de la vision du monde, disons, majoritaire dans ces disciplines-là. Et donc, par un simple mécanisme démographique, en fait, il y a un processus de sélection des énoncés qui est fragilisé par cette asymétrie. Et je précise, hein, comme le note Jonathan Haidt, qu'il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait 50% de chercheurs de droite et 50% de gauche exactement. En fait, le fait qu'il n'y ait pas 50-50, ce n'est pas un problème. Si les chercheurs, entre guillemets, de gauche étaient 2 voire 3 fois plus nombreux, ce serait probablement pas un gros problème. Mais qu'ils soient au moins 10 fois plus nombreux, il y a de bonnes raisons, à mon avis, de penser que ça peut poser des problèmes assez sérieux. Et je note aussi en passant que le déséquilibre là, droite-gauche, a nettement augmenté entre le milieu des années 90 et le début des années 2000. Voilà. En général, ce qui est plutôt discuté, c'est pourquoi il y a un déséquilibre déjà à la base, quoi. Alors après, l'évolution, il y a des hypothèses que je pourrais discuter. Voilà, je ne veux pas trop monopoliser la parole, on pourra y revenir, mais ouais, comme tu veux. Ok, Si tu ça souhaites va. que je réponde tout de suite ou... Non, mais on peut y revenir, hein. C'était pour les Ouais, auditeurs, au cas où il y avait une réponse claire qui ferait consensus, mais voilà, je je ne crois sais pas moi-même pas à si ma c'est le cas. connaissance en tout cas. D'accord, merci. Je passe la parole à 20 alors. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'avec les sources que tu as, c'est-à-dire les articles de recherche que tu utilises, la conclusion que tu tires est trop précipitée. C'est-à-dire, d'une part, bon, là, on est effectivement avant tout sur le contexte américain, donc qui est quand même un pays où il y a une bipolarité partisane très forte. Ensuite, il y a le fait que ces études s'intéressent aux personnes qui se sont identifiées comme étant démocrates ou républicaines, mais ça représente 55% du total. Il reste quand même 45% de personnes qui ne répondent pas ou qui sont non affiliées. Donc déjà, ça complique un petit peu la chose. Alors effectivement, après, il n'y a pas de souci à le dire, les républicains sont extrêmement minoritaires. Maintenant, est-ce que pour autant on peut forcément relier les démocrates à la gauche, les républicains à la droite? C'est pas évident aux États-Unis. Il y a une partie, je veux dire, les démocrates du sud des États-Unis, c'est ce qu'on les appelle les dinos, les Democrats in name only. Donc voilà, ça me paraît difficile de faire tout de suite le bond à. Il y a une surimposition de la gauche. D'autant plus qu'on peut se demander si les non-alignés, ce que peuvent recouper les non-alignés. Parce que, après là, c'est certaines hypothèses personnelles, hein, c'est vrai, mais il y a une tendance plus large à gauche à accepter de s'auto-définir comme étant de gauche, en l'occurrence la démocrate, qu'à droite. Il peut y avoir une partie qui est par exemple libertarienne, qui ne se reconnaîtrait pas dans les républicains, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut être quand même prudent là-dessus. Alors après, la conclusion que tu en tires, à savoir, est-ce que ça risque pas de créer des soucis sur finalement, la reproductibilité des résultats? En fait, je pense qu'il y a un souci là-dessus dans toutes les disciplines de recherche, en sciences exactes comme en SHS, mais la question politique, il n'y a pas besoin de ça pour l'expliquer. Je veux dire, on sait qu'il y a on peut l'expliquer très, mais ça, c'est le résultat de la socio des sciences, hein. On a quand même des problèmes de rythme de publication à tenir. Je pense qu'en tant que chercheur, tu ne diras pas le contraire. On a les questions de financement qui sont compliquées à avoir. Il y a le fait qu'il y a des stratégies de carrière pour les chercheurs qui sont utiles et il y a beaucoup plus de valorisation à publier de nouveaux résultats qu'à reproduire des anciens résultats. Donc, en soi, je ne vois pas trop en quoi ça concerne particulièrement les SHS. On a vu récemment on a eu l'étude de The Lancet sur l'hydroxychloroquine, qui effectivement, comme là c'est un sujet d'actualité, a été scruté, démonté de toutes parts, mais dans les faits, on sait très bien qu'en situation classique, ça aurait pu mettre des années avant que quelqu'un s'y attaque. Je veux dire, la preuve, on a les publications de Raoult partout qui sont visiblement pas ultra sécurisées. Et de fait, c'est comme on a réussi à publier des canulaires dans à peu près tous les champs de recherche possibles et imaginables. Donc, pour moi, il y a plus des problèmes d'organisation interne de la recherche. Alors, je pense que
C'est ça aussi, mais ça, pour moi, c'est une explication parce que c'est une évolution qui est plutôt récente. Ça se retrouve sur les 20, 30 dernières années. Donc, oui, effectivement, on a eu une accélération du publish or perish, du financement par projet et pas en soi, et ça joue pas mal. Donc voilà, finalement ce lien me paraît pas si bien fondé que ça. Donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, tu reconnais qu'il y a des déséquilibres, mais pour toi, ils ont d'autres causes que celles énoncées par Vincent, enfin, qui sont aussi dans les causes, mais qu'il y en a d'autres. Et on retrouve ces déséquilibres aussi dans toutes les autres branches. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même, tu reconnais quand même qu'il y a un problème, en gros, quoi. Bah, non, pas forcément. Il y a un déséquilibre je dis effectivement, il y a plus de démocrates que de républicains déclarés, identifiés. Alors, le problème, c'est pourquoi. Ce qui, pour moi, est une autre question que la question des effets que ça a sur la recherche. Et il y a, parce que quand on fouille dans le détail, il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément si bien que ça, parce que ça se retrouve dans à peu près tous les champs de recherche aux États-Unis, mais il y a quand même des cas qui se flûte, attendez, pardon, je vérifie, hein, qui s'expliquent moins bien. Et de fait, c'est d'ailleurs les auteurs même de la première étude qui posaient des questions que moi j'ai trouvé tout à fait intéressantes. Alors, les trois questions, c'est pour le coup, je tire du premier article, hein, celui de 2005. Est-ce que certaines disciplines soutiennent intrinsèquement l'idéologie démocrate, de sorte qu'elle n'attire que les démocrates, ou à l'inverse repousse les républicains? Cela pourrait-il expliquer pourquoi les départements de sociologie dans toutes les écoles sont presque entièrement démocrates? Ça, il me semble en tout cas que c'est plutôt la position que prend Vincent. Ouais, je peux me tromper. La deuxième question, c'est y a-t-il quelque chose à redire à l'idée que le fait de voter républicain est moins en accord avec les sensibilités académiques et scientifiques? Et enfin, et ça c'est vrai qu'il y a, je veux dire, il y a clairement une sociologie de la recherche, un ethos, un background qui peut expliquer qu'on retrouve moins certains bords politiques. Et la troisième question, c'est y a-t-il quelque chose à redire à l'idée que le fait de voter républicain est moins en accord avec les sensibilités académiques et scientifiques? Non, attendez, ça, je t'ai déjà dit. Ah oui, si l'idéologie ne joue aucun rôle dans les sciences exactes et appliquées, que devons-nous faire du rapport de 2,5 démocrates pour un républicain en ingénierie, de 4,1 en chimie, de 4,2 en physique, de 10,7 en biologie ou de 13,1 en neurosciences? Qu'est-ce qui explique dans ce cas-là la différence? Ok, Vincent, je te repasse la parole. Ouais, il y a beaucoup de, beaucoup de De choses points à là. discuter là. Juste pour commencer, parce que c'est le premier point que j'ai noté dans ce qu'a dit Vinteuil. Effectivement, dans ces études-là, quand on demande aux gens de déclarer un parti, il y en a beaucoup qui ne sont pas affiliés ou qui ne sont pas des sympathisants, on va dire enthousiastes, donc ils répondent ni l'un ni l'autre. Mais il y a aussi d'autres études qui ne demandent pas l'affiliation à un parti, mais plutôt une orientation, on va dire, plus idéologique, entre guillemets, mais voilà, sans demander explicitement les partis. Et on retrouve les mêmes tendances qui indiquent, cette tendance, c'est une très forte majorité de chercheurs à gauche dans les sciences sociales et les humanités. Mais comme vient de le dire Vinteuil, il y a aussi une majorité dans les sciences naturelles moins écrasante, assez nettement moins écrasante. Voilà, et il y a aussi des données similaires en France, les études de Raoul Maniberton et Diego Rios qui ont écrit 2 bouquins là-dessus sur on va dire les positionnements idéologiques sur tout un tas de sujets des chercheurs en France et qui ont remarqué une forte domination des idées plutôt de gauche avec un fort contingent anticapitaliste. Donc ça, c'est un premier point. Après, oui, le second point dont je me souviens, en tout cas, c'est effectivement, là encore, je prétends pas avoir discuté de tous les problèmes dont souffre la recherche académique. Effectivement, il y a des problèmes qui sont liés à
la pression à publier. Il y a des problèmes on va dire, de sérieux, des problèmes d'éthique, des problèmes d'analyse statistique bidonnée. Il y a un bouquin qui est sorti récemment, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça s'appelle Science Fictions de Stuart Ritchie, qui étudie tous ces phénomènes-là en détail. Il y a eu des crises de la réplication dans un certain nombre de disciplines. Donc, il y a des problèmes qui ne dépendent pas directement, enfin qui ne sont pas directement causés par ce très fort déséquilibre démographico-idéologique, on va dire, des départements académiques. Mais ce que je maintiens, c'est que parmi les sources de problèmes, il y a ce déséquilibre-là. Il y a cette asymétrie, en fait, dans le processus de sélection des énoncés, dans la revue par les pairs, et puis ensuite la manière dont les résultats éventuellement publiés peuvent être critiqués ou acceptés beaucoup plus facilement selon les narrations qu'ils peuvent sembler défendre, ou en tout cas, disons, soutenir implicitement. Donc ça, je maintiens ça, et après, voilà, ce qu'essayait de discuter Vinteuil quant à la question, finalement, qu'est-ce qui cause les déséquilibres démographico-idéologiques dans les différents départements académiques? Est-ce que il y a des disciplines qui sont explicitement biaisées contre la droite? Est-ce que c'est plutôt les gens de droite qui ne vont pas volontiers vers les études dans ces disciplines-là? Pour répondre assez directement, je pense que effectivement, déjà au niveau des étudiants de premier cycle, il y a une self-sélection qui se met en place. Ça a été documenté entre autres par Jeffrey Sachs, qui a beaucoup participé au débat sur tout ce qui est liberté d'expression sur les campus. Il a été aussi invité de notre podcast pour parler de la censure par les pouvoirs politiques plutôt de droite à l'encontre des universitaires plutôt de gauche sur les campus. Donc ce qui semble être le cas, c'est qu'effectivement déjà au niveau des étudiants de premier cycle, il y a une self-sélection qui se met en place, et je pense que déjà au niveau intuitif, on peut tous comprendre que si c'est une jeune personne qui a plutôt des intuitions de gauche, entre guillemets, ça me choque pas trop que elle ait plutôt tendance à s'orienter vers, mettons, la sociologie, l'anthropologie. Aux États-Unis, il y a tout ce qui est critical studies, qui est là pour le coup assez ouvertement militant, dans le sens de gauche, quoi, pour le dire de manière très brève. Et si on a une jeune personne qui a des intuitions politiques peut-être plutôt de droite, elle va peut-être plutôt s'orienter vers le droit, quoique c'est pas forcément aussi net, en tout cas aux États-Unis, plutôt le commerce, l'ingénierie éventuellement, ce genre de choses-là. Donc il y a des self-sélections, il y a... et en fait, c'est un peu la thèse, c'est que quand il y a, disons, une majorité, enfin, disons, une majorité d'une orientation politique qui est pas écrasante, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais quand il y a une majorité qui devient vraiment très grande, j'en reviens à ce que je disais, je pense qu'effectivement, avancer certaines hypothèses, arriver à faire publier certains résultats, des hypothèses ou des résultats qui ne sont pas allés dans le sens de la narration majoritaire, ça va être plus dur que de le faire pour des hypothèses ou des résultats qui vont plutôt dans le sens de la narration majoritaire. Ok. Vinteuil, je te repasse la parole. En fait, je pense que le problème avec ce genre d'explication, c'est qu'on a du mal à comprendre pourquoi il y a des changements paradigmatiques dans les disciplines.
par exemple, parlons Critical Studies, un courant qui est devenu assez important dans la linguistique anglo-saxonne, c'est les Critical Discourse of Analysis. Celui qui a lancé ça, c'est Norman Fairclough, avec d'ailleurs son mémoire de master, ce qui est quand même assez rare, qui est devenu dès le départ un classique dans ce champ-là. Et c'était dans les années 80, je pense, 70-80. Et il y a eu une espèce de. Enfin, c'est devenu, de ce que, en tout cas, j'en ai vu, assez hégémonique dans la linguistique anglo-saxonne en 20-30 ans, quoi. Si on part sur l'idée que les questions, les orientations politiques vont influer sur ce genre de résultats, je trouve qu'on a quand même plus de mal à comprendre ce qui peut faire basculer. Bon, là, en l'occurrence, je prends un exemple effectivement de basculement entre guillemets plus à gauche, mais ça peut se faire aussi pour l'autre côté. Par exemple, avec la réémergence de disciplines qui portent beaucoup plus le sujet finalement ces 20 ou 30 dernières années. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, moi, je veux dire, sociologiquement, qu'on m'explique qu'il y a des orientations différentes selon les groupes sociaux et les groupes sociaux, pardon. Et donc forcément, d'ailleurs, avec une certaine corrélation politique dans les disciplines, je ne suis pas très surpris. À la limite, je pourrais même utiliser les analyses de Boudon, qui n'est pas vraiment un sociologue de gauche là-dessus, sur les questions de stratégie de carrière scolaire, avec le fait que selon le groupe social dont on vient, on connaît aussi mieux le positionnement relatif des disciplines. Et on va se focaliser sur quelque chose. Et en fait, c'est ça. Voilà, j'ai retrouvé ce qui m'avait gêné. C'est que, Vincent, la manière dont tu présentes les choses, toutes les disciplines sont à égalité au départ. Or, en fait, ce n'est pas le cas. Il y a une hiérarchie sociale qui est plus ou moins reconnue pour les disciplines. Je veux dire, soyons lucides, quand on va étudier la sociologie, on sait très bien que c'est une discipline dominée et que ce n'est pas vraiment en sortant de là qu'on va avoir la meilleure reconnaissance, le meilleur statut social à la sortie, le plus de rémunération, etc. Et donc, forcément, ce n'est pas les enfants de la bourgeoisie économique qui vont y aller. Je pense qu'ils n'y penseraient même pas. Au-delà de ça, bon, après, il y a toujours des contre-exemples, hein, il y a des erreurs d'orientation parfois sur certains trucs, si j'ose dire. Ça me choque pas. Mais oui, il y a un peu un côté, je trouve que tu fais un peu trop dans l'espèce de l'idéalisation d'un modèle assez simple qui me paraît pas très prédictif pour expliquer comment les gens progressent dans leur carrière scolaire, si j'ose dire. Ok. Ouais, Vincent? enfin, c'est pas ce que je prétends discuter en priorité. Enfin, le point central, moi enfin, voilà, j'ai déjà dit, j'ai déjà mentionné 2 fois. Vraiment, je pense que l'argument central, non seulement de ce point, mais même peut-être des 3 points à la fois, c'est cette asymétrie dans le processus de sélection des énoncés. Je pense que quand il y a 90, 95, 97% des chercheurs dans une discipline qui vont pas trop aimer ce qu'une étude peut leur dire, cette étude-là, elle va être beaucoup plus scrutée, contredite, qu'une étude qui va plutôt leur dire quelque chose qui leur plaît davantage. Ah, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais scruter, ça veut dire qu'on va vérifier la solidité théorique et la Ouais. solidité méthodologique. C'est pas forcément qu'on va juste la descendre pour le plaisir. Non, c'est vrai. Mais disons qu'il y a une asymétrie, quoi. Oui, il faut quand même rappeler, je dis ça pour les auditeurs aussi, mais effectivement, je pense que tout le monde sait que la science fonctionne aussi sur un concept un peu de réfutation, de critique, Ouais. mais c'est pas ça ne veut pas dire pour autant que toutes les études sont critiquées par plein de chercheurs.
parce qu'il y Oui, a aussi oui, beaucoup d'études qui sont des études moins visibles oui. et qui ne sont pas critiquées, qui ne sont pas remises en question, pas parce qu'elles ne peuvent pas l'être, mais simplement parce il y a un certain nombre de chercheurs disponibles et qui ne passent pas leur vie à critiquer toutes les études de leur champ, ce qui est Mhm. impossible. Et donc, effectivement, il y a ce facteur-là qui rentre aussi en jeu, quoi. Oui. Ok, vous pensez qu'on a fait le tour de ce point-là? Je pense qu'on a un peu. Je pense qu'il y a des questions en suspens, mais en fait, elles seront abordées dans le troisième Oui, point. oui, je pense aussi. Ok, alors je repasse la parole à Vincent alors pour le troisième point. Oui, merci. Alors, le troisième point, je l'ai appelé fragilité analytique. Je commence pour expliquer ça par introduire deux notions qui correspondent en fait à des tendances psychologiques. La première tendance, c'est celle à l'empathie, ou une tendance ou une capacité à saisir et à comprendre les émotions et les pensées d'autrui et à agir en conséquence. Et l'autre tendance ou capacité, c'est la systématisation, pardon, et qui est la capacité à analyser les systèmes, à identifier les lois qui les gouvernent. Donc ça, c'est basé sur des travaux, entre autres, de Simon Baron-Cohen. Et donc, ce qui a été vu par ailleurs, c'est que les diplômés des humanités sont en moyenne nettement plus empathiseurs que les diplômés des sciences naturelles, et l'inverse est vrai de la systématisation. Alors, l'empathie, ça caractérise entre autres le fait d'avoir une réaction émotionnelle appropriée aux émotions des autres. Et les diplômés des humanités vont donc avoir tendance à avoir une réaction émotionnelle forte, sans doute, à des situations humaines qu'ils étudient, en tout cas dans la mesure où ils peuvent percevoir ou même deviner un état émotionnel chez les protagonistes en fait, de cette situation sociale. Donc Baron Cohen et ses collègues, ils expliquent bien que ces tendances se manifestent dans les situations du quotidien et qu'elles influent d'autant plus les comportements qu'elles sont fortes. Donc si la tendance est forte, elle va influencer le comportement de manière forte. Donc là, je réponds déjà directement à Vinteuil. Je pense qu'il n'y a pas de manque de prudence épistémique, contrairement à ce qu'il écrit, quand je considère comme hautement probable que les comportements des chercheurs soient influencés par cette tendance psychologique, et en particulier les chercheurs dans les humanités par cette tendance à l'empathie. Donc notamment, et ça a été mis en évidence entre autres par Jonathan Haidt, encore une fois, et aussi Mark Horowitz, il y a une tendance dans les sciences sociales à identifier en quelque sorte des victimes dans les situations humaines, à en prendre le parti de ces victimes dans l'analyse, en quelque sorte à les sacraliser. Donc ce que je disais, c'est que oui, Horowitz et ses collègues, qui sont des sociologues américains, leurs travaux indiquent qu'une minorité importante de leurs collègues, qu'eux estiment être entre un quart et un tiers, en fait, présente une fermeture d'esprit manifeste à l'égard de certaines hypothèses explicatives. Et ça, c'est très vraisemblablement pour des raisons d'indignation morale. Et c'est même très explicite dans le cas de certaines réponses qui ont été faites au sondage qui a été effectué par Horowitz et ses collègues. Et donc, ce que je disais, bon, et comme je disais, j'enfonce une porte ouverte, mais les intuitions morales, quand elles sont suivies avec trop de ferveur, en fait, elles gênent l'ouverture intellectuelle. Et donc, ce que montrent les travaux de Horowitz, entre autres, c'est que ça, malheureusement, ça existe en proportion assez importante chez les chercheurs en sciences sociales. Je te passe la parole. Alors, je commence sur la question des étudiants. J'ai la même remarque que sur le problème des démocrates et des républicains. Effectivement, c'est des tendances qui sont marquées, mais il y a quand même ça représente à peu près 60% des étudiants. Il y en a 40% où il y en a 20% qui sont à l'opposé et 20% où on ne peut pas vraiment sortir de profil systématique. Donc voilà, c'est à nuancer, à faire attention. Ensuite, il y a la question de ce qu'on a trouvé sur les diplômés. Est-ce que forcément on peut l'étendre aux chercheurs, aux chercheuses, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'autres biais de sélection qui sont. Donc là, je pense qu'il faudrait une ou deux études de plus. Ce serait intéressant de les faire. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, sur la question maintenant finalement plus centrale là, qui nous intéresse, à savoir le refus des hypothèses.
Déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a une partie des hypothèses qui a déjà été éliminée depuis longtemps. Et les voir réapparaître de façon parfois un peu naïve, c'est comme si en physique, on voyait quelqu'un qui disait « mais l'éther !» C'est, je veux dire, tout le monde va le regarder en disant « bah oui, mais t'es juste totalement resté à l'état de la science il y a un bon bout de temps ». Donc ça peut arriver. Alors après, qu'il y ait une partie des professeurs et des chercheurs qui soient effectivement dans une protestation a priori sur certaines choses, oui, enfin, ça arrive, ce serait vrai pour n'importe qui. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment, ça a un impact à ce point important. Et en fait, là, je développe, mais c'est le terme même de fragilité analytique qui m'a un peu gêné. Alors, du coup, puisque je ne pense pas qu'on l'abordera après, je vais repartir. Il y a un moment où tu parles des épigones nord-américains de Foucault et de leur pessimisme épistémologique, avec un refus de l'objectivité a priori. Je pense qu'il faut vraiment faire une distinction entre épistémologie et méthode de recherche. Alors d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais SHS, c'est quand même très vaste comme domaine. Je veux dire, parce que là, en fait, ce dont on est plutôt en train de parler, c'est d'un côté la sociologie, de l'autre les cultural, gender studies, etc. Mais je veux dire, on n'aborde pas la question de la géographie, de la linguistique, du droit, etc. On a un peu parlé de droit, mais enfin voilà, c'est des sciences de gestion, de l'économie. Il y en a 26 000 différentes. Donc voilà, je pense que le terme est parfois un peu vaste et il faut faire attention. Mais bon, même si on reste sur la question des studies et de la sociologie, voilà, je fais vraiment une différence entre épistémologie et méthode. Ce n'est pas totalement indépendant, clairement. Mais pour moi, il y a ces deux sphères autonomes qui s'entrecroisent parfois, mais qui ne sont pas dépendantes l'une de l'autre. C'est pour ça qu'on peut avoir des épistémologies parfois effectivement très constructivistes, mais finalement, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tellement quand on regarde les résultats d'une étude ou autre, c'est moins l'épistémologie que la rigueur de la méthode. Et donc, on peut avoir effectivement et c'est pour ça que la question du positionnement politique, il y a d'excellents sociologues de gauche et de droite, et il y en a d'exécrables de gauche et de droite. Ça, je pense que personne ne peut nier. Et accessoirement, parfois, certains qui ont une meilleure présence médiatique ne sont pas de bons chercheurs. Je veux dire, j'aurais tendance à dire c'est triste, mais en même temps, c'est aussi peut-être à un moment corrélé, puisque ça peut être justement une stratégie pour se redonner une légitimité en dehors du cercle de la recherche, proprement dit. Je veux dire, si je veux prendre des exemples français, mais je vais peut-être pas me faire que des amis, mais ce choc de droite que j'estime tout à fait compétent et intéressant, même si je ne partage pas forcément son analyse, il y a clairement Boudon. Et inversement, à gauche, la gannerie, je trouve, est assez faible. On ne va pas se leurrer, clairement. Ça n'est pas incompatible. Avec tout ça, je m'égare, pardon. Je ne sais plus trop où je voulais en venir, donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Ok, Vincent, je te repasse la parole. Ouais, ok. Ouais, en fait, je pense que le désaccord sur ce point-là, peut-être le plus important, c'est en gros le même que celui sur le point précédent, c'est-à-dire que je dis qu'il y a soit des asymétries, soit des tendances à la fermeture intellectuelle, etc., qui peuvent être suffisamment répandues en fait pour fragiliser disons le processus de sélection des énoncés, surtout, mais pas seulement, hein, surtout à l'échelle collective, quoi. Il y a des processus de correction collective des biais de confirmation qui fonctionnent mal quand tout le monde ou presque a les mêmes intuitions morales. Et
voilà, et Vinteuil dit que, bon, sans doute, mais que finalement, il y a beaucoup d'autres sources de problèmes et que celle-là, on ne sait pas trop dans quelle mesure elle pose problème. Je ne sais pas si tu as la même perception, Vinteuil, de finalement Non, une mais manière de résumer le désaccord. oui, je dis ça en partie, mais en fait, ce que je rajoute aussi, c'est que les méthodes en sciences sociales, elles sont rigoureuses. Elles ont été développées, parce que c'est des questions qui se sont posées, forcément. Pendant longtemps, on a exploré 26 000 trucs, je veux dire. On a eu je me souviens, c'est un Américain d'ailleurs, c'est Lazarsfeld, qui dans les années 40 a commencé à vouloir développer une sociologie très quantitativiste. Et ça a apporté beaucoup de choses à la sociologie, mais on s'est aperçu quand même au bout d'un moment que ça ne pouvait pas, c'était pas suffisant. Et c'est vrai qu'on a tendance à quand même à privilégier aujourd'hui une pluralité de méthodes, que ce soit du quantitatif, du qualitatif, et on pourrait creuser à l'intérieur, il y en a plein. Et pour moi, toute cette accumulation, cette capitalisation du savoir, en fait, elle conduit à avoir des résultats qui sont quand même solides. Et la question du coup de la fragilité possible, en fait, je ne vois pas en quoi elle est spécifique au SHS, parce que ce que tu décris, pour moi, c'est dans ce cas-là, on a le problème dans toutes les sciences. C'est la question du milieu de la recherche lui-même, avec ses problèmes et ses avantages. Donc, il y a clairement ça. Après, en fait, je dérive un peu, mais j'aimerais te poser une question. Parce que du coup, j'ai lu tout ce que tu as fait un peu, enfin, tout ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qui t'a conduit à la base à t'intéresser à ce genre de questions? Mhm. C'est les Bogdanov en fait. Mais c'est une réponse un peu en forme de blague. Non, mais en fait, en lisant l'article Wikipédia sur l'affaire Bogdanov, je suis tombé sur celui de l'affaire Sokal. Et c'est de là que tout est parti. Donc effectivement, on pourra conclure que je suis rentré, je me suis intéressé, j'ai été initié à certaines controverses sur les sciences sociales et les humanités, avec un événement qui effectivement était pas très flatteur pour ces disciplines-là, je pense, on peut le dire, qui est la publication du canular de Sokal. Mais je dirais de manière convergente, c'est vrai que j'ai remarqué, et ça je pense que c'est un peu ce qui sous-tend toute cette discussion, où c'est quelque chose qui est profondément lié, et ça, ce que tu disais sur les méthodes, leur solidité, leur rigueur m'y faisait penser aussi, c'est que il y a une difficulté à faire converger les connaissances issues des sciences sociales avec celles d'une partie des sciences naturelles, en particulier biologie, évolutionnaire, génétique et psychologie, selon si on l'arrange dans les sciences naturelles ou dans les sciences sociales. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que voilà, j'ai constaté une difficulté vraiment de convergence, et je me suis beaucoup intéressé à cette question-là depuis plusieurs années. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une certaine... Mais bon, là, je ne sais pas s'il faut rouvrir cette boîte de Pandore-là, parce que là, c'est des débats qui ont déjà été menés à de très nombreuses reprises, et en général, ça bloque. Mais le fait qu'il y a une certaine réticence dans les sciences sociales à s'intéresser à des résultats issus des sciences naturelles comme ceux de la biologie évolutionnaire et la psychologie évolutionnaire et la génétique. Et je donne juste un exemple, c'est que récemment, il y a eu cet énorme livre de Bernard Lahire et collaborateurs qui se sont intéressés à une thématique ultra classique en sociologie, qui est celle de l'école des inégalités scolaires, dans la manière, en tout cas, qui s'intéressait au fait que les inégalités ou les différences, pour utiliser un mot peut-être un peu moralement moins chargé, dans les performances scolaires ont tendance à se reproduire générationnellement. Et
En parallèle, il y a eu le développement de notamment la génétique comportementale qui s'est fait dans les dernières décennies, les chercheurs de ces disciplines-là se sont attachés justement à distinguer ce qui peut être expliqué par les différences génétiques, ce qui ne peut pas être expliqué par les différences génétiques, et à l'intérieur de ces facteurs environnementaux, pour expliquer les tendances psychologiques et les trajectoires de vie humaines, ils sont même attachés à distinguer l'environnement systématique, c'est-à-dire la famille ou l'école, et puis l'environnement plus idiosyncratique, les événements singuliers, qui ont tendance à avoir une influence plus forte, en fait, notamment sur tout un tas de traits psychologiques et de trajectoires de vie, que l'influence familiale et l'influence du milieu scolaire, sur laquelle se concentrent énormément les sociologues. Et c'est un grand classique, en fait, de la sociologie, comme je le disais. Il y a eu des éclairages de la génétique comportementale qui ont montré que à l'intérieur d'une population donnée, les différences de performance scolaire s'expliquent en partie importante. Évidemment, c'est jamais 100% et ça en est même relativement loin, mais plusieurs dizaines de pourcents jusqu'à 50, même plus. Mais en gros, quelque chose comme 50% de ces différences de performance scolaire peuvent s'expliquer par les différences génétiques. Et ça, c'est quelque chose qui s'établit avec les études sur les jumeaux, homozygotes, hétérozygotes. On regarde aussi les enfants adoptifs, les parents adoptifs, les parents biologiques, on compare tout ça. Et c'est quelque chose qui me semble complètement, enfin, qui n'intéresse pas du tout, il me semble, les sociologues qui continuent d'essayer de tout expliquer avec le milieu familial et éventuellement le milieu scolaire, qui sont des facteurs, quoi, mais c'est loin d'être tout, et c'est même un facteur souvent relativement mineur, hein, il semblerait. Alors, c'est intéressant d'aborder cette question, celle de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité, parce que c'est vrai que ce n'est pas une évidence. Hein. Je veux dire, chaque discipline a sa propre histoire, ses propres logiques, et il y a une complexité. Mais en fait, c'est forcément, il y a peut-être un côté, je vois un peu le côté inverse de la chose, c'est que moi, je vois plus de textes en sciences sociales qui ont investi les domaines des sciences de la nature. On a eu des trucs passionnants, je sais pas, en climatologie, en philosophie de la biologie, etc., que l'inverse, où il y a un côté, on se demande parfois si les pratiquants les pratiquantes des sciences naturelles lisent un minimum les résultats des sciences sociales. Après, le partage, à partir du moment où on accepte que l'épigénétique existe, je veux dire, ça me paraît de toute façon très compliqué de dire que on peut vraiment faire le partage entre un héritage génétique et un héritage social. Il y a des interactions complexes entre les deux qui jouent, et ça, je veux dire, personne, je pense, ne va le nier, que ce soit en sciences. Franchement, alors du coup, parce que justement, pour préparer un peu, moi aussi, je me suis intéressé en force de classe. Et effectivement, à la fin, il y a une question sur la question de l'appropriation des évolutions biologiques dans un des derniers chapitres, en disant il y a une différence sociale là-dessus, mais c'est vrai que ça ne parle pas particulièrement de résultats d'éthique comportementale ou autre. On est d'accord. Alors après, j'avoue, je ne l'ai pas lu en entier, hein, donc peut-être qu'en fouillant, voilà. Mais bon, c'est un peu un pavé. Donc, pour les auditeurs et auditrices, hein, il est sorti en septembre 2019, ça s'appelle Enfance de classe, de l'AIR. Donc, c'est mastoc, clairement, mais effectivement, c'est visiblement un très beau travail en sociologie de l'éducation. On ne peut pas dire un peu déprimant, hein, parce qu'on voit que finalement, les parcours sont quand même quasiment déjà joués à 4 ou 5 ans. Mais bon, il y a toujours des exceptions et des personnes transclasses qui peuvent jouer. En fait, si je t'ai posé cette question de pourquoi ça t'intéressait, mais en fait, c'est lié. J'ai un peu l'impression, mais peut-être que c'est parce que tu les cites pas, que tu as
il y a une question de corpus, en fait, dans ce que tu as sous la main. Parce que j'ai vu que tu citais beaucoup des critiques de certains mouvements, il y avait un positionnement. Alors, en soi, pourquoi pas, mais je ne te vois pas revenir au texte de départ des personnes qui sont critiquées. L'exemple de Sokal, il est très intéressant là-dessus, parce que quand on lit un posture intellectuelle, il aborde 10 auteurs à la fois. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le courage d'aller voir un peu le détail. Bon, je pense qu'il y a beaucoup à redire sur ce livre par ailleurs, hein, mais je pense que ce n'est pas le moment. Et c'est vrai que je pense que si on finalement ce qui a pu susciter des réactions sur ton texte, c'est effectivement méthodologiquement parlant, on peut être que dubitatif quand on est habitué effectivement aux sciences sociales. Après, j'entends aussi que cette critique, on la partage pas. Hein. Mais voilà, je voulais plutôt t'expliquer pourquoi les réactions sur Twitter ont été assez négatives. Hein. Je l'avais vu passer. Moi, je trouve que c'est des idées qui sont assez répandues, pas forcément sous cette forme, mais un peu dans la communauté zététicienne. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu y répondre et je me suis dit que ce serait intéressant. De fait, ça crée un débat, enfin une conversation en tout cas intéressante. Forcément, on est un peu sur nos positions, mais ça, comme ça au moins on approfondit. Après, chacun et chacune pourra trancher. Hein, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds vraiment à ce que tu as dit avant, mais. Vincent? Ouais. Bah, ouais, bah, je maintiens que Lahir, entre autres, là, il s'intéresse pas à ma connaissance aux travaux de génétique comportementale. C'est-à-dire que si les travaux de génétique comportementale disent que l'environnement familial et scolaire à proprement parler peut expliquer seulement, disons, 15-20% de la variance dans les résultats scolaires, et que l'environnement, enfin plutôt l'environnement non partagé, comme ils l'appellent, plutôt les événements idiosyncratiques ou les camarades de classe, peut en expliquer davantage, et les différences génétiques également une partie importante. À ma connaissance, voilà, l'AIR comme disons la sociologie standard ne s'intéresse pas à ça. Donc c'est-à-dire qu'il continue à essayer d'expliquer toute la variance sur les résultats scolaires à partir de facteurs qui, selon des gens qui, eux, ont essayé de regarder tous les facteurs, voilà, n'expliquerait que une à quelques dizaines de pourcents de la variance. Du coup, tu penses que ça pose un problème encore en termes de préconisation politique ensuite ou Non, enfin, on peut s'en inquiéter. C'est même pas. Je pense que c'est un niveau plus fondamental parce que simplement, si au niveau scientifique, on s'intéresse qu'à un seul facteur et qu'on écrit tous ces bouquins comme si c'était le seul facteur qui compte. Moi, j'ai lu par exemple pour la sociologie, je crois que ça s'appelle comme ça, pour la sociologie de Bernard Lahire. Il ne dit à aucun moment, pardon, il ne dit à aucun moment explicitement les différences génétiques ne jouent aucun rôle entre les différences de personnalité, les différences de trajectoire de vie entre les individus, mais pas à un seul moment il ne considère cela explicitement comme possible. Et je pense que si on regarde un peu le reste de ses travaux, c'est clair que c'est jamais un facteur explicatif qui prend en compte. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'environnement familial, l'environnement scolaire n'a aucun rôle pour expliquer les trajectoires de vie. C'est pas du tout ce que j'avance, mais je pense ce rôle-là, il est largement, en tout cas, la génétique comportementale donne de bonnes raisons de penser qu'il est largement surestimé par les sociologues. Je pense que les sociologues ont tout à fait raison de s'intéresser à ce à quoi ils s'intéressent, mais simplement, je pense que ce serait pertinent qu'ils essaient de voir vraiment s'il n'y a pas autre chose, quoi, s'il n'y a pas d'autres facteurs que ceux qui les intéressent, qui expliquent les trajectoires de vie.
Après, pour la sociologie, c'est vraiment un ouvrage d'introduction. C'est clairement pas moi celui que je conseillerais pour lire Laïl. Mais c'est un autre souci. Mais oui, après, la question finalement qui se pose, c'est celle du rôle de la science. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on essaie de faire en expliquant le monde. C'est, comme disait un certain auteur, certains se sont chargés jusqu'à présent d'expliquer le monde, maintenant il est peut-être temps de le transformer. C'est la provocation. Juste une question, Vinteuil, je pense pour les auditeurs. Est-ce que du coup tu es d'accord avec Vincent sur le fait qu'il y a quand même fréquemment des auteurs du côté de certaines sciences humaines et sociales qui sont dans un cadre explicatif qui est très centralisé sur un seul ou quelques facteurs et qui évacue un peu le reste, comme ce que montre l'exemple qu'il expliquait ici. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un problème de sciences sociales. Ça, c'est le principe de base d'une discipline scientifique. C'est d'avoir une logique au fur et à mesure de plus en plus impérialiste et d'explication du monde avec ses propres outils. On a ça dans tous les domaines. Hein. Je veux dire, là, je lisais un thread Twitter de qui déjà, le chat sceptique, je crois, sur les statistiques. Et moi, j'avais l'impression, on aurait pu dire la même chose en philosophie, etc. C'est humain, pour le coup, pour un chercheur, de vouloir expliquer le plus de choses possible avec son paradigme. C'est à peu près normal. Je pense que il faut aussi rajouter que il y a des questions de légitimité qui se posent, que ce soit aux yeux des grands publics ou aux yeux des chercheurs parfois eux-mêmes. Les sciences sociales sont plus récentes, elles sont moins bien considérées. Forcément, il y a une tendance à vouloir garder l'autonomisation du champ, comme dirait Bourdieu, ou plus prosaïquement, garder son bout de gras. Et en fait, pour moi, ça se résout. Mais bon, pour autant, j'ai vu pas mal c'est pas forcément sur des trucs récents, hein, mais il y a quand même pas mal de chercheurs en sciences sociales qui utilisaient à leur époque les résultats en sciences naturelles, plus que l'inverse, probablement. Et pour moi, ça se résout plus par des problématiques d'interdisciplinarité que par la tentative de vouloir coloniser une autre discipline comme peut le faire. Parce qu'à ce compte-là, je veux dire, je peux le faire. J'ai toujours cet exemple, il date, hein, mais d'un article de psychologie évolutionniste qui doit dater de 2002 ou 2003, où il nous explique que le rose, la préférence pour le rose chez les femmes est une conséquence biologique. Et quand on a un minimum de connaissances en histoire des couleurs, on est là, ça ne marche pas. Ça date, je pense qu'ils ont bien amélioré, j'espère pour eux qu'ils ont amélioré la discipline là-dessus. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Je pense que moi, je suis pour un dialogue fécond entre les disciplines, j'ai aucun souci là-dessus. Mais le problème de ce dialogue fécond, c'est qu'il faut arriver à le faire sans qu'il y en ait un des deux, ou un des trois, ou un des quatre, etc., qui arrive en disant, de toute façon, j'ai raison, moi, mais c'est plus sérieux, donc voilà, vous m'écoutez, et vos résultats, on les écarte. C'est un peu, et je ne pense pas que ce soit facile à faire, hein, mais c'est peut-être effectivement quelque chose vers lequel on peut essayer de tendre. Ça, je n'ai pas de souci avec ça. Ok. Vincent, je te repasse la parole. Ouais, c'est peut-être enfin, je sais pas si c'était la dernière prise de parole, mais pas forcément. On peut Euh, continuer un peu, oui. ouais, d'accord. Ouais, ben, enfin, je pense que là encore, nous convergeons sur l'intérêt justement de convergence disciplinaire. Le programme esquissé notamment par Laurent Cordonnier semble tout à fait intéressant à cet égard. On a également invité sur le podcast l'auteur de La nature du social. Donc effectivement, les chercheurs en sciences naturelles ont aussi, dans un certain nombre de cas, des choses intéressantes à apprendre des chercheurs en sciences sociales, notamment, comme le dit Cordonnier, dans la manière, pardon, dont ils peuvent concevoir et mettre en place une certaine réalisation des variables sociales dans leurs expériences comportementales sur certaines espèces. Ça, c'est juste un exemple très précis qui me vient en tête. Mais justement, peut-être pour enfoncer le clou, encore une fois, sur la génétique comportementale, elle s'efforce justement de regarder aussi l'influence
des variables sociales sur les trajectoires de vie. Et elle arrive, en tout cas, c'est ce qu'elle affirme, arriver à faire une différence entre les effets plutôt systématiques comme la famille et les effets plutôt, on va dire, chaotiques comme les événements singuliers dans la vie. Et à aucun moment elle ne dit si vous me donnez le patrimoine génétique d'une personne, je vais pouvoir prédire sa vie comme ça. Ce qu'elle énonce, c'est des différences de probabilité. À chaque fois, il y a des distributions de probabilité. C'est toujours des spectres, de toute façon, dès qu'on veut dire quelque chose de pas trop faux. Euh, mais donc voilà, je pense que les chercheurs, notamment en génétique comportementale, apparemment j'ai choisi cet exemple-là ce soir, euh, ils se sont intéressés à l'effet des variables sociales et donc qui sont, moi je pense, ouverts au dialogue et qui vont pas dire qu'ils peuvent tout expliquer avec les gènes, c'est pas du tout le propos. Au contraire, ils se sont attachés à essayer de regarder quel facteur explique quel pourcentage des différences entre les individus. Après, je rajouterais juste un truc. C'est vrai que là, forcément, on se focalise sur les exemples où il y a une intersection, hein, disons, mais Ouais. rappelons quand même que l'ensemble, la plupart de ces disciplines sont extrêmement vastes. Et c'est vrai qu'on peut trouver des accords ou des désaccords sur certains points, mais dans la large majorité des cas, ce sont les seuls à étudier leurs objets. Et c'est assez, assez normal. Hein. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a plus ou moins fait le tour de ce troisième point? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de majeur? En sachant que moi, avant de passer à la conclusion, j'ai encore une question que je souhaiterais vous poser. Ouais. Bon, dans ce cas-là, oui, non, effectivement, on peut. Ok, très bien. Alors, il y a quelque chose qui est évoqué un peu aussi bien dans le biais de Vinteuil que dans celui de Vincent, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Je voulais voir si vous pouviez quand même en dire quelques mots. C'est la question de la censure, en fait. Hein, vous avez tous les deux évoqué ça et on n'en a pas parlé. Alors, je sais bien que c'est un débat très large, donc je vous propose qu'on ne lance pas un énorme débat sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose quand même de la situation observable aujourd'hui au niveau universitaire par rapport à ça? Vincent, je te passe Ouais. la parole pour ouvrir. D'accord. Ben ouais, c'est quelque chose dont nous parlons beaucoup. On a eu beaucoup d'invités sur le podcast pour parler d'exemples, voilà, de censure ou de pression sur des chercheurs en particulier ou des enseignants euh, qui notamment avancent des idées ou même des connaissances fermement établies qui vont plutôt à l'encontre de certaines narrations idéologiques assez répandues sur les campus, les narrations justement qui sont assez étroitement imbriquées avec les cultural studies et tout ça. Donc ceci dit, voilà, comme Vinteuil a eu raison de l'écrire dans son billet, même en compilant un certain nombre d'exemples, on ne démontre pas une tendance à l'échelle statistique. Donc il y a eu des tentatives justement d'étudier l'évolution du nombre d'incidents de censure ou de tentatives de censure sur les campus universitaires. Donc, il semble qu'effectivement, il y a eu quand même une belle flambée en 2015, 2016, peut-être 2017 encore. Ça, on parle en particulier des États-Unis et aussi quand même du reste du monde anglophone. Et que à partir de peut-être 2017, je ne sais plus exactement, en tout cas certainement 2018, ça s'est résorbé dans une mesure importante. Donc là, il y a eu un débat qui est un débat intéressant qui a été mené de manière cordiale sur le blog Heterodox Academy. Donc d'un côté, il y avait plutôt Jonathan Haidt qui disait qu'il y a un problème. De l'autre, Jeffrey Sachs qui disait qu'il y a sans doute eu un gros problème, mais que ça s'est calmé. Il faut savoir, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que la censure ou les pressions, les intimidations subies par les universitaires
elles viennent pas seulement de la gauche universitaire, même si il y a beaucoup d'exemples, mais disons que quand elle vient de l'intérieur du campus, que ce soit des étudiants, des collègues ou quelque chose qu'on a tendance à oublier de l'administration, c'est souvent pour des raisons on va dire, de transgression de certaines narrations idéologiques de gauche, entre guillemets, pour faire simple. Mais il y a aussi des pressions qui viennent de l'extérieur, souvent des pouvoirs politiques, du Parti républicain en particulier, qui a, ainsi que ses électeurs, une bien mauvaise opinion du milieu universitaire qui s'est dégradé récemment. Et donc, parfois, on va pas comparer les fréquences, mais ça arrive également assez fréquemment que des universitaires se retrouvent menacés, en difficulté vis-à-vis de leur hiérarchie parce que celle-ci a été contactée par un responsable politique républicain qui n'a pas aimé ce que cet universitaire a dit sur Twitter, par exemple. Voilà. Et juste pour rajouter que je pense que si la tendance, donc si on se refocalise, parce que finalement c'est ce qui ressemble peut-être le plus au thème de notre discussion, les difficultés que peut causer un certain dogmatisme de gauche dans le milieu académique. Si on se refocalise sur la censure qui est plutôt causée par les militants de gauche, effectivement, il y a eu une croissance autour de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, puis une décroissance. Mais je pense que cette année, il faudra attendre le décompte statistique, mais il y aura probablement, on constatera une croissance à nouveau, puisqu'il y a eu quand même de très grands mouvements de protestation à travers les États-Unis, et puis il y a eu des exemples assez frappants d'universitaires américains qui ont été inquiétés pour des prises de position qui ne vont pas tout à fait dans le sens de, on va dire, la narration majoritaire de la gauche influencée justement par les cultural studies. Voilà, enfin, j'ai déjà trop parlé, donc je laisse la parole. Ok, merci. Moi, je pense qu'il faut faire très attention parce qu'il y a un effet de loupe. C'est-à-dire, ça se voit effectivement, je veux dire, on a des événements qui focalisent l'attention médiatique. Bah, en France, on a eu cette fameuse vidéo il y a un an là sur Evergreen qui, qui d'un certain côté était très drôle. Hein, je veux dire, ça faisait le gars est très bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bel outil de propagande de mon point de vue. Mais tout ça, effectivement, la question c'est comment est-ce qu'on peut vraiment calculer ça d'un point de vue un peu statistique et tout. Donc Vincent a bien dit, il y a eu tout un débat vers 2018 aux États-Unis. J'ai mis les liens d'ailleurs dans mon article, 4 articles sur la question. Honnêtement, moi, du coup, je les ai lus, j'ai fouillé. Je pense qu'on ne peut pas en tirer grand-chose parce que les outils qu'ils utilisent, sont prévus pour ça à la base. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment en tirer des conclusions pertinentes? Je sais. Surtout que, pourquoi est-ce que je parle d'effet de loupe? Je veux dire, il y a ce genre de choses, ça a toujours eu un peu lieu. Hein. Même si je reste que sur l'exemple des États-Unis, on a des exemples dans les années 20 de professeurs qui ont été virés parce qu'ils avaient des relations extra-conjugales, ça allait contre la morale publique. Dans les années 60-70, avec les questions de la guerre au Vietnam, etc., il y a eu aussi ce genre d'activité. C'est pour ça, moi, ça ne m'inquiète pas particulièrement. Il y a des petites poussées, effectivement, qui peuvent arriver. Mais bon, on parle de quelques chercheurs, quelques invités qui peuvent pas parler finalement. On parle de 2-3 professeurs qui sont renvoyés. Bon, c'est pas une. Je suis pas sûr qu'on puisse en dégager une tendance de fond. Je suis beaucoup plus inquiet en revanche sur la question des financements. Et là, on revient à la base de la question de la censure, à savoir l'intervention de l'État sur la liberté d'expression.
Et même si là aussi c'est un concept très difficile à manier correctement, moi je suis beaucoup plus inquiet quand je vois sur les 5 dernières années qu'au Brésil ou qu'au Japon, on a voulu couper les crédits des facs de sciences humaines et sociales. Je suis de fait aussi inquiet, hein, de façon plus générale, quand je vois le peu de ressources qui sont allouées à la recherche en général, pas qu'au SHS. On n'a pas du tout respecté les objectifs de 2000 sur le pourcentage de PIB qu'on devait y consacrer. Là, plus récemment, le grand débat que j'ai vu passer en France, c'est les manifestations contre la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Je le précise parce que je n'en ai pas vu beaucoup parler dans les milieux sceptiques. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais pour moi, ça, c'est effectivement des questions qui sont beaucoup plus inquiétantes pour la recherche, pour son indépendance, pour son autonomie, et qu'on ne prend sans doute pas assez en compte. Je peux juste rajouter, je me permets, il y a aussi l'exemple de la Hongrie, où les sciences sociales ont été attaquées frontalement par le gouvernement avec l'université Central European qui a dû déménager complètement en Autriche voisine parce qu'il y a eu une loi qui a été mise en place pour essentiellement empêcher cette université de fonctionner, une université qui était perçue comme trop gauchisante, comme une influence étrangère. Voilà. Ok. Merci pour avoir répondu à cette question. Je vous propose maintenant qu'on passe à la conclusion, si vous êtes d'accord. Hein. Le temps tourne aussi, évidemment. Alors voilà, je repasse la parole à Vincent, du coup. D'accord. Donc c'est la dernière prise de parole? Oui, sauf s'il y a une Oui. réaction sur une chose qui D'accord, est dite d'accord. dans la Ok, conclusion, mais c'est le dernier point en tout d'accord. cas. Voilà. Mais, oui, donc je peux peut-être aborder la chose par un angle un petit peu différent, enfin qui recoupe ce que j'ai dit il y a quelques minutes peut-être, mais c'est que effectivement ce texte essayait d'apporter un éclairage un peu différent sur certaines questions qu'il ne nommait pas explicitement, mais là je l'ai fait, puisque c'est la difficulté qu'il y a à faire converger les sciences sociales et les sciences naturelles sur un certain nombre de questions, notamment, à mon avis, des questions qui sont interprétées comme beaucoup comme chargées moralement, politiquement. Et alors, plutôt que d'écrire un article qui serait le milliardième du monde pour avancer les arguments selon lesquels les facteurs biologiques, génétiques, neurologiques sont intéressants à considérer pour comprendre les phénomènes humains, tout simplement. J'ai essayé d'aborder la question par un autre angle qui est de dire pourquoi est-ce que il y a certaines résistances dans le milieu des sciences sociales vis-à-vis de certaines hypothèses ou certains résultats, surtout d'autres disciplines. Et donc, j'ai expliqué qu'effectivement, quand on étudie l'humain, bon, mais il y a toujours ce risque de se laisser influencer par nos intuitions morales. Vinteuil a raison de dire que voilà, il y a des méthodes qu'on peut mobiliser pour essayer de faire au mieux. Je maintiens que voilà, c'est quand même pas évident. Le deuxième point, c'est que effectivement, c'est d'autant moins évident que quasiment, si vous êtes chercheur en sciences sociales, quasiment tous vos collègues vont partager au moins approximativement vos intuitions morales, et que donc si vous faites une erreur d'interprétation, si vous oubliez de considérer une hypothèse explicative alternative, ben, il n'y a pas grand monde qui va se bousculer au portillon, probablement, pour venir vous porter une certaine forme de contradiction bienveillante. Et le troisième point, c'était la fragilité analytique. Donc là, je disais que par tempérament, les chercheurs dans les sciences sociales, enfin en tout cas les données l'indiquent surtout pour les humanités, sont plutôt portés à lire les situations
ou en tout cas à y réagir avec une sorte de charge émotionnelle. Et donc, ce qu'ont montré certains chercheurs, Haidt, Horowitz notamment, c'est qu'il y a tendance à avoir une certaine, peut-être une certaine sacralisation ou idéalisation de certains groupes démographiques dans la manière dont peuvent être lus certains phénomènes humains, et à l'encontre peut-être une certaine méfiance, voire hostilité excessive envers certains autres groupes démographiques. Et donc ça, c'est à cause voilà, de cette tendance à la réponse émotionnelle, et c'est d'autant plus problématique que comme il y a cette quasi-monochromie des intuitions morales, bon, en fait, la bienveillance et l'hostilité vont avoir tendance à être dirigées, dans la grande majorité des cas, toujours, enfin presque toujours, dans la même direction, envers les mêmes groupes, envers les mêmes personnes. Et donc, voilà, donc je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser que ça va voilà, mettre des bâtons dans les roues au processus de sélection à l'échelle collective des hypothèses qui deviendront ensuite des connaissances plus ou moins solides. Ok, merci Vincent. Je repasse la parole à Vinteuil pour la conclusion. Bon, je pense qu'on a vu que on a des désaccords, clairement. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans mon billet, c'est que je pensais que avec les sources qu'avait Vincent, on ne pouvait pas déduire de façon aussi affirmative ce qu'il en déduisait. Maintenant, honnêtement, moi, je vous inciterai à lire les deux. C'est tout. Vous déciderez qui, à votre avis, a raison ou a tort. Je pense qu'on peut avoir de toute façon ce genre de débat aussi malgré tout. Je veux dire, on a été, c'est resté tout à fait cordial ce soir. On s'est pas, on n'est pas monté au créneau forcément l'un ou l'autre. Et finalement, c'est ce que moi, surtout ce que j'essaie de porter avant tout, c'est si vous pensez que les sciences sociales et les sciences humaines et sociales sont pas assez solides analytiquement, allez en lire. Vraiment, allez lire des articles. Commencez même par juste les manuels de base, ceux de L1, et comme ça, vous aurez une idée un peu de l'histoire de la discipline, de comment ça s'est constitué, pourquoi, ce à quoi ça peut essayer de répondre, et les méthodes, aussi une partie des méthodes qui ont été développées. Après, voilà, personne ne vous oblige à y croire. Moi, ce qui m'a paru un peu, ce qui me désole toujours un peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui les critiquent sans en avoir lu, comme d'ailleurs en philosophie, hein, on a aussi parfois ce genre de problème, et je trouve ça dommage. Donc voilà, on est clairement là sur la chaîne de scepticisme scientifique. Les auditeurs, les auditrices, c'est avant tout, je pense, des esthéticiens, des esthéticiennes. Franchement, d'un certain côté, n'ayez pas peur. Allez lire des SHS. Il y a, et ça, je suis assez catégorique, c'est vrai, il y a un coût d'acquisition. Et on peut avoir l'impression, parce qu'on est né dans une société, qu'on est nous-mêmes qu'on est des objets, qu'on a tous des opinions politiques, etc., qu'on peut apporter des réponses auxquelles la science n'aurait pas forcément pensé. Honnêtement, c'est faux. Je veux dire, on a des décennies de travail sur à peu près toutes les questions possibles et imaginables. On a des chercheurs qui ont consacré leur vie à ce genre de choses. Donc, parfois, ça peut faire mal, hein, clairement, de lire ce genre de choses. Il y a des remises en question, c'est évident. Mais c'est pas plus aberrant que de voir des résultats de physique quantique et se demander comment ça fonctionne d'un point de vue logique. Hein, donc voilà, moi je conclus juste sur ça. Allez en lire. Voilà. Ok, merci. C'est un bel appel à s'informer, en tout cas par soi-même. Je mettrai, comme j'ai dit, pour les auditeurs, toutes les références qu'on a abordées. Je pense que j'en ai noté la plupart. On fera une petite liste sur la page de l'épisode. Comme ça, vous pourrez retrouver en tout cas ce qui vous intéresse dans ce qui a été évoqué. Voilà, mais donc en tout cas, je vous dis merci à tous les deux d'avoir joué le jeu pour ce débat.
qui était très constructif. Et c'est vrai que c'est une démarche qu'on n'a pas très souvent hein, en tout cas du côté des producteurs de contenu sceptiques ou rationalistes. On favorise pas particulièrement les débats. Et voilà. Donc en tout cas pour moi, c'était intéressant aussi de faire une fois quelque chose de différent et de pouvoir en tout cas permettre que ce débat se tienne sur notre chaîne. Bah, oui. Merci encore Jérémy et merci aussi à Vinteuil. Voilà, je fais l'écho de son constat, hein, c'est-à-dire que non seulement l'échange écrit a été cordial et la discussion aussi a été très, très bienveillante. J'espère que un certain nombre de personnes la trouveront stimulante. Voilà, donc c'était je fais cette petite distinction entre discussion et débat. Effectivement, on a avancé des arguments contradictoires, donc c'est un débat en un sens, mais on s'est aussi écouté, on a essayé de se parler l'un à l'autre et pas seulement directement à l'audience, qui est aussi ce qui a donné à cet échange la dimension d'une discussion, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. Et effectivement, la plupart des réactions des gens qui n'étaient pas d'accord avec mon texte ont été assez hostiles et pas ouvertes à la discussion, mais celle de Vinteuil s'est distinguée. Bon, apparemment, certaines personnes trouvent qu'il a eu tort disons, de donner, de prêter de l'intérêt à ce que j'ai pu écrire. En tout cas, moi, je suis content qu'il l'ait fait parce que ça a occasionné déjà l'écriture d'un article plutôt bien construit de sa part et puis surtout cette discussion aujourd'hui. Donc vraiment, je suis très content de la manière dont tout ça s'est déroulé. Donc, merci encore à tous les deux. Du coup, moi aussi, je conclue en vous remerciant. Hein. C'est vrai que, ma foi, on n'a pas eu trop de soucis d'organisation, etc. C'est déjà pas mal. Après, oui, effectivement, j'ai eu un désaccord avec mes camarades. Mais enfin, je veux dire, ils m'ont pas lynché ou quoi que ce soit. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que je faisais une erreur, mais ils m'ont laissé la faire. Franchement, il y a peu de gens à qui je pourrais en demander autant, je crois. Donc, voilà, moi, je pense que ça a été intéressant en tout cas. Voilà. Ok, merci. Ben voilà, en tout cas, je vous dis merci et à une prochaine fois alors peut-être. Ouais, bonne soirée à tous les deux. Peut-être. Bonne soirée. Ciao.